Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Et j'ai le plaisir de recevoir ce matin sur RCJ deux hommes engagés, spécialistes et passionnés d'histoire et de politique. Ils posent tous deux un regard aiguisé, lucide et éclairé sur notre époque en lien avec celles qui l'ont précédée, en particulier celle du XXe siècle. Et nous allons voir que l'histoire nous est d'un grand secours pour analyser et comprendre cette période politique très tendue et complexe que nous traversons actuellement. Bonjour Antoine Bristiel. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur agrégé de sciences sociales et directeur de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès, l'un des think tanks les plus actifs au service de la démocratie et du progrès. Pour le dire vite, un think tank, c'est un groupe de réflexion privée qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs. C'est la définition que j'ai trouvée dans le Petit Robert. Est-ce qu'elle vous convient, Antoine Bristiel ? Exactement. Notre mantra à la Fondation Jean Jaurès, c'est d'éclairer le débat public. Et c'est exactement le rôle d'un think tank et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec des notes d'analyse et puis avec des interventions médiatiques comme aujourd'hui. Alors on va y revenir, mais j'imagine que là, depuis le 9 juin, qu'est-ce que vous faites ? Vous réunissez, vous réfléchissez, vous produisez des notes. De quelle manière travaillent les experts associés à la Fondation Jean Jaurès, les chercheurs, les spécialistes en politique ? Là, dans la période actuelle, la façon dont on travaille, ça serait de dire trop vite, parce qu'on n'a pas forcément le temps, et avec ces 20 jours entre la dissolution et le premier tour des législatives, d'avoir vraiment le temps de se poser, d'avoir le temps de travailler en profondeur de ce qui est en train de se passer. Mais oui, l'idée, c'est d'essayer de donner des éléments d'éclairage par rapport d'un côté aux résultats de ces européennes et puis d'essayer d'anticiper, de voir ce qui va se passer lors de ces élections législatives. À vos côtés, Frédéric Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet, ancien énarque, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes venu plusieurs fois sur RCJ nous en parler et vous publiez aujourd'hui aux éditions de l'Aube, aux éditions du Bord de l'eau, Jaurès en duel, dans lequel vous nous racontez ce duel qui opposa en 1904 le grand Jaurès, figure de la vie politique de l'époque, Jaurès, le socialiste, Jaurès, l'humaniste, à une autre personnalité politique du début du XXe siècle, le nationaliste, l'ultra-conservateur de droite, Paul Déroulède. C'est un duel au pistolet, mais aussi et peut-être surtout un duel à la dimension politique et idéologique. C'est comme ça qu'on peut résumer votre livre, Frédéric Potier. Absolument, Laurence. C'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire de la vie politique française. Alors, je le disais, nous allons parler d'histoire et de politique et mettre en miroir, en résonance, ce duel du début du XXe siècle avec la période que nous vivons aujourd'hui à travers également la série La Fièvre que l'on peut voir sur Canal+. C'est une série en 6 épisodes dans laquelle l'auteur Éric Benzekri nous emmène dans l'univers du football à l'aube d'une guerre civile en France sur fond de crise identitaire profonde et d'ultra-violence sur les réseaux sociaux. À cette série, la très sérieuse Fondation Jean Jaurès a consacré une étude de plus de 100 pages avec les analyses de 30 contributeurs, politologues, journalistes et autres experts, au nombre desquels vous figurez d'ailleurs, Frédéric Potier. Antoine Bristiel, lorsque la Fondation Jean Jaurès a décidé de se pencher sur l'analyse de cette série télé, il y a de cela quelques semaines, vous étiez loin de vous douter que la réalité allait dépasser la fiction ? On était loin de se douter qu'Emmanuel Macron utiliserait ce terme de la fièvre lors de son annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais oui, en effet, ce que l'on perçoit dans la période actuelle, et notamment depuis dimanche dernier, c'est cette impression d'être dans une série où finalement tous les jours, mais peut-être encore plus, toutes les heures, vous avez un nouveau rebondissement, un nouvel événement que l'on pensait inimaginable finalement. Et c'est là où ça fait largement écho à cette série, qui n'est pas seulement une série sur la société, mais qui est une série extrêmement politique. Et donc, le lien entre les deux et aussi les tensions qui parcourent cette série, qui sont mises en avant, qui sont largement analysées de manière assez intéressante et assez brillante par moments, évidemment, ça fait écho à ce que l'on vit aujourd'hui. Mais vous pressentiez quand même à la Fondation Jean Jaurès, j'imagine, à vous qui produisez des études, essayez de prévoir un peu, d'analyser ce qui va nous arriver. Vous pressentiez déjà les prémices de cette grave crise politique que nous vivons aujourd'hui ? Alors non, en tout cas pas dans la dimension qui a été choisie par le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, en tout cas pas à ce moment-là. Je ne pensais pas personnellement qu'après des résultats
des européennes qui étaient extrêmement mauvais pour le camp présidentiel, le président de la République choisirait de dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là. Donc je pense qu'à la Fondation Jean Jaurès, comme chez beaucoup de Français, l'impression qui était la première était une impression de sidération face à ce qui était en train de se passer et face également au gouffre devant lequel on était en train de se situer. Et vous, Frédéric Pottier, tout de même, il y avait des signaux qui nous annonçaient non pas cette dissolution qui a stupéfait à peu près tout le monde, mais des signaux qui nous montraient qu'il y avait une crise latente en France et qui couvait et qui augmentait ces derniers mois. Je pense à l'antiparlementarisme des insoumis à l'Assemblée nationale, ces faits divers à répétition, notamment celui de Crépol avec ces jeunes qui sont assassinés, montés en épingle par l'extrême droite, les gilets jaunes même, il y a de cela quelques années. Oui, on a une vie politique qui est marquée par l'outrance, par l'excès, par un débat de fond finalement assez pauvre, avec une campagne des élections européennes, là aussi, qui a été marquée par des prises de position très dures sur des sujets de politique internationale, sur Israël, la Palestine, la guerre, l'Ukraine. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on sent un décalage entre la profondeur de ces questions, la guerre, la paix, la défense, l'Europe, et la façon de les traiter. Moi, je suis très frappé de la conviction chez les uns et chez les autres que finalement, par un débat politique de 10 jours, 15 jours, par 3 soirées électorales, par quelques tweets, on pourrait régler des débats de fond aussi importants que ceux-là. Et c'est là où ça renvoie vraiment avec cette série télé. C'est-à-dire qu'on a l'impression même que les acteurs politiques réels sont prisonniers de l'imaginaire de la série, avec du rythme, avec ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire du suspense, puis paf, il se passe quelque chose, mais que va-t-il se passer ? Vous le saurez au prochain épisode. On retrouve là des ingrédients qui font que notre vie politique, loin d'être apaisée, loin d'être propice au débat, eh bien, elle a pris la fièvre. Mais c'est ça, en sciences politiques, on distingue ce qui relève des enjeux politiques, ce qui relève du jeu politique. Alors les enjeux politiques, ça va être tous les moments où les médias et les partis politiques, les hommes et les femmes politiques vont présenter des visions différentes pour l'avenir, vont présenter leur vision sur des sujets de politique publique. Et le jeu politique, au contraire, c'est vraiment la course de petits chevaux entre les différents candidats, les commentaires sur les alliances, la place de telle ou telle personne dans une alliance, les commentaires de sondages, etc. Et là, dans la période actuelle, on n'a quasiment rien sur les enjeux politiques. C'est-à-dire que l'on est face à des élections législatives qui sont certainement les plus importantes et les plus indécises depuis de nombreuses années. Et pourtant, tout ce qui se passe, c'est juste du commentaire d'alliances qui sont parfois extrêmement compliquées d'ailleurs à analyser et à justifier. Cette série donc, à laquelle vous consacrez cette étude s'intitule « La fièvre ». C'est une référence à Stefan Zweig, le grand écrivain juif autrichien. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fièvre? Vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron l'a utilisé au moins 2 fois, cette expression, dans son discours le soir des élections, et puis je crois également pendant la conférence de presse qu'il a donnée 2 jours plus tard. Quand on parle de fièvre... Il paraît qu'il a vu cette série. Oui, je pense qu'il l'a vu. Nous a dit Raphaël Yorkan, vos contributeurs sur France 5. C'est fort possible qu'il l'ait vu, en tout cas. Si le président de la République, est influencé par une série télé... Oui, c'est... Où allons-nous ? Mais en tout cas, dans le fait en tout cas, de séquencer, comme il le fait, les éléments politiques, de faire des coups, comme il le fait avec la dissolution, ça rappelle en tout cas de manière extrêmement importante l'univers des séries. En tout cas, quand on parle de fièvre, on parle d'une société française qui, d'une part, est fracturée, mais qu'elle n'est pas fracturée de manière apathique, qu'elle est fracturée plutôt qu'elle va vers une forme de violence, et que les blocs idéologiques qui peuvent exister dans la société ne sont pas capables de discuter les uns avec les autres, et qu'on n'est plus dans l'essence même de la démocratie. Une démocratie, ça ne suppose pas que tout le monde soit d'accord sur tout, mais que la démocratie suppose que justement on ait un cadre institutionnel qui soit présent et qui permette de régler les différends qui peuvent exister entre des groupes sociaux qui n'ont pas les mêmes visions, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Donc la fièvre, c'est cette impossibilité-là, c'est que tout se résoudrait finalement par de la violence parce que les chemins institutionnels pacifiés ne sont plus capables de régler ce qui se passe. Alors, juste pour faire un point sur cette question-là, oui, certainement que dans la sphère politique institutionnalisée, chez les acteurs politiques,
on est dans cette fièvre, on est dans cette incapacité de pouvoir vraiment discuter les uns avec les autres entre des blocs qui sont idéologiquement assez éloignés. Encore que, on en parlera certainement, mais ce qui s'est passé avec le Front populaire et des partis qui étaient assez différents en termes idéologiques, ça montre quand même que vous avez davantage de cette capacité, ils ont eu cette capacité de discuter les uns avec les autres. Mais au sein de l'ensemble de la société, c'est pas forcément la fièvre. Alors vous allez avoir des groupes extrémistes, mais c'est plutôt l'apathie. C'est plutôt un côté de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être extrêmement inquiet face à la multitude de crises que l'on traverse. Mais ce rapport à la violence extrême, c'est peut-être le cas d'une minorité de la population, mais ce n'est pas le cas de la majorité de la population qui aspire juste à être en paix et à arrêter d'être embêtée tout le temps. Oui, c'est ce que nous décrit donc cette série et qui résonne avec ce que vous venez de nous expliquer, c'est que dans cette série, il y a d'un côté les communicants qui conseillent le président du club de football qui a un problème avec l'un de ses joueurs. Les auditeurs regarderont la série. Ils font appel donc à des sociétés de communicants qui ont des murs géants d'écran avec les réseaux sociaux en direct. Et finalement, ça leur montre une image de l'opinion publique qui peut-être n'est pas la vraie. Et c'est peut-être également ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. J'ai été très frappée en regardant un JT de TF1 la semaine dernière qui était vraiment consacré à la vie quotidienne des Français, un JT de 20 heures, très loin de même des discussions que nous avons là aujourd'hui, Frédéric Pottier. Alors d'abord, sur la fièvre, c'est aussi un emballement sur des thèmes qui sont des thèmes identitaires. Et ça, c'est important de le noter parce que la série, c'est pas une série fondée sur l'analyse économique, sociale, on dirait marxiste, etc. On est vraiment sur la politique à travers un prisme identitaire, à travers un fait divers, qui est le début de la série, qui est un joueur de foot, lors d'une cérémonie, donne un coup de boule à son entraîneur et le traite de toubab, donc on pourrait dire sale blanc. Et à partir de ça, il y a effectivement une envolée de prise de position, de mise en accusation, d'injonction sur des références identitaires. Et toute la série essaye de décrypter ça, c'est-à-dire d'un côté un bloc national, identitaire, crispé, je ne sais pas d'ailleurs s'il faudrait parler de droite, c'est beaucoup plus complexe que ça, et de l'autre côté, le club de foot qui est conseillé par une autre communicante, qui elle essaye de mettre en avant des références communes, de l'apaisement, du calme, de la raison. Et c'est ce dialogue entre une stratégie de confrontation et de clivage versus une stratégie d'apaisement et de rassemblement qui est mise en scène dans cette série. Et ça renvoie vraiment, moi je trouve, à ce qui est en train de se passer dans la vie politique, mais là aussi avec quelques prises. C'est-à-dire que la vie politique ne se résume pas à Twitter non plus. Et ces fameux murs d'écran qu'on voit dans la série, alors il y a quelques cabinets de communication qui en disposent, mais c'est pas la norme. Il y a un autre... Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Ce point m'intéresse particulièrement parce que j'ai fait ma thèse de doctorat exactement sur ce sujet-là, de savoir quelle est l'influence réelle des médias sur les comportements politiques et en particulier des nouveaux médias et des réseaux sociaux. Et ce que l'on voit, c'est que les réseaux sociaux, ça fonctionne comme des bulles de filtre. C'est-à-dire que ça va vous mettre en relation seulement avec des personnes avec qui vous êtes déjà d'accord. Donc ça renforce des attitudes préexistantes, mais de là à croire que les tensions qui existent dans la société, c'est des tensions qui existent uniquement parce qu'elles sont créées sur les réseaux sociaux, ça c'est complètement faux. Ces tensions-là, elles existaient de manière beaucoup plus structurelle dans la société. Les réseaux sociaux permettent de les augmenter, de renforcer ces tendances-là. Mais de penser, alors c'est le président qui en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais qu'en coupant les réseaux sociaux, quand il y a des crises majeures, et notamment avec les émeutes que l'on avait pu voir à l'été dernier, tous les problèmes seraient résolus, on est très très loin de la vérité. C'est ce que fait la Chine en même temps, de couper Internet quand ils trouvent que ses opposants... Du coup, c'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre. Il y a un autre élément qui me semble important et très parlant dans cette série, c'est cette fameuse fenêtre d'Overton. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 2 mots ce que c'est ? J'ai peur de mal le faire. Alors, la fenêtre d'Overton, c'est ce qui est dissible dans un espace public. C'est ce qu'on a le droit de dire et c'est ce qui est considéré comme acceptable. Et le déplacement de la fenêtre d'Overton, c'est de considérer justement que l'espace du dissible, l'espace de ce qui est acceptable, s'accroît. C'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas acceptables auparavant sont désormais acceptables, sont désormais entendables et ne sont plus considérées comme quelque chose d'extrémiste.
Donc dans la série, c'est la question du port d'armes pour tous qui est en jeu. Au début, cette idée, elle est inacceptable par une majorité de Français. Et peu à peu, grâce à cette influenceuse d'extrême droite, elle va finir par le devenir. Si on regarde ce qui s'est passé en France pendant les semaines qui ont précédé les élections européennes, pendant la campagne électorale, quelles sont les idées ou les concepts qui seraient progressivement devenus acceptables pour une partie de l'opinion publique que des partis politiques auraient imposé? Moi, j'en vois deux comme ça. D'abord, il y a le retour de la peine de mort. Je suis assez frappé que dans quelques partis, on remette sur le devant cette proposition, alors même qu'il n'y a pas longtemps, on a célébré la disparition de Robert Badinter. Autre sujet, je trouve qu'il y a des mouvements qui mettent en avant des comportements transphobes. Voilà, alors qu'on a fait beaucoup de progrès, je crois, dans la lutte contre la haine anti-LGBT, même s'il peut y avoir des cas particuliers, des outrances, etc. Mais ça, c'est deux sujets où la mise à l'agenda, à mon avis, participe de cette fenêtre d'Overton sur des thèmes qui ne sont pas des petits sujets. Puis peut-être un troisième aussi, et Antoine en aura peut-être d'autres, mais je trouve que la contestation des juges, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, moi qui suis très attaché à l'état de droit. J'étais venu parler de Pierre Mendès France. Je trouve la contestation de leur légitimité, de leur rôle, de la façon dont il faut respecter les décisions de justice, ça, c'est, je trouve, quelque chose de très prégnant et très inquiétant pour notre état de droit. Oui. Antoine Brustiel. Et sur ce qui rejoint le troisième point, cette impression également que la Constitution, qui est quand même quelque chose qui garantit que les lois soient dans le domaine de l'acceptable, est quelque chose qui est désormais embêtant pour des partis politiques qui considèrent que si on pouvait un petit peu se passer de la Constitution et que si des lois étaient à l'inverse de la Constitution, ce serait pas si grave que ça. Et là, cette remise en question de l'état de droit, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant dans la période actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas, nous sommes sur RCJ, donc je remets ce sujet sur la table, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de l'antisémitisme qui, sous couvert de l'antisionisme véhiculé à grand fracas par la France insoumise, finalement s'est imposé peu à peu au centre du débat? Enfin, la campagne européenne, on aurait dit qu'elle s'est faite autour de la question de Gaza et de la Palestine. C'est pas un sujet complètement nouveau. Moi, j'étais venu avec mon ancienne casquette de DILCRA parler de l'antisémitisme, l'antisionisme. Mais à ce point-là, justement. À ce point-là, non. Je pense qu'il faut aussi l'expliquer à la fois par le contexte, évidemment, dans un contexte de conflit, de guerre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, évidemment. Et l'autre sujet, c'est du côté de la France insoumise, il y a une stratégie de vote affinitaire ou de communautarisation, qui a d'ailleurs, je fais ça sans jugement moral, mais qui, dans les urnes, a plutôt payé. Quand on regarde les résultats électoraux de la France insoumise dans certaines villes de banlieue, on voit des résultats extrêmement élevés dans la première ceinture qui borne Paris. Un mot sur l'un des personnages principaux de cette série, et donc cette influenceuse qui fait du stand-up d'extrême droite et qui réussit justement à imposer ses sujets dans le débat public. Elle est assez sympa dans la série, finalement. Elle fait rire. C'est un peu le phénomène Jordan Bardella, quelque part. Il a un côté populaire, il sait parler aux gens, il est sympa, il est jeune, il est sur TikTok. C'est cette carte-là qu'ils ont réussi à jouer au Rassemblement national. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un aspect de la personnalisation dans le vote. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont aller voter ne sont pas forcément capables de vous citer exactement toutes les mesures du candidat pour qui elles vont voter, ni le fait qu'elles sont forcément d'accord avec l'ensemble de ces mesures-là. Et effectivement, ce que l'on voyait, c'est que vous avez à peu près 8 personnes sur 10 qui vont vous répondre que la personnalité des têtes de liste a été un élément important au moment d'aller voter. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie de la stratégie du Rassemblement national depuis le milieu des années 2010. Cette fameuse stratégie de la dédiabolisation, c'est d'abord une stratégie de dédiabolisation sur la forme. Marine Le Pen l'avait commencé quand elle allait faire une ambition intime avec Karine Le Marchand, où qu'elle se présentait avec ses chats. Et après cette dédiabolisation, elle s'est fait aussi au sein de l'Assemblée nationale avec cette stratégie de la cravate que l'on a assez largement commentée, c'est-à-dire le fait de se tenir bien, de ne plus avoir d'outrance verbale, alors sauf de temps en temps,
parce que quand même, des fois, le naturel revient au galop, mais d'essayer de se contenir sur ce point-là pour ne plus faire peur. Et Jordan Bardella, c'est finalement une nouvelle lame de cette stratégie-là, avec le côté jeune, le côté je suis sur TikTok et je viens de recevoir un message de ma maman qui me remercie de lui avoir souhaité une bonne fête des mères juste après mon passage sur TF1. Voilà, donc évidemment que ça permet de toucher un public qui au départ n'était pas forcément très intéressé par la politique, qui connaissait pas forcément énormément la politique, c'est-à-dire les jeunes en gros. Et si on pense à la France insoumise qui, au contraire, elle a accéléré sa stratégie d'outrance, de clivage, et beaucoup de jeunes ont voté pour la France insoumise aux européennes, ça nous montre quel paysage politique français. Celui qui est décrit dans La Fièvre, très fracturé. Très fracturé, mais là aussi avec des déterminants du vote qui peuvent être très différents. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent se reconnaître dans la France insoumise, non pas pour les outrances, mais pour certains points de leur programme, c'est-à-dire des aspects très de gauche radicale, voire anticapitaliste, écologiste, très, très militant. À l'inverse, d'autres peuvent être très sensibles à la position de la France insoumise sur le conflit israélo-arabe. Je dirais que le point commun peut-être avec la France insoumise et le Rassemblement national, c'est l'usage des réseaux sociaux à outrance. C'est-à-dire que quand on voit le poids de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux ou de certaines personnalités de la France insoumise, on voit qu'il y a eu une stratégie d'investissement extrêmement puissante sur ces vecteurs-là. Et d'ailleurs, je le dis sans comparer leur programme du tout, mais Raphaël Glucksmann a aussi beaucoup investi sur Instagram, sur LinkedIn, en postant régulièrement des messages chocs sur des sujets absolument pertinents, légitimes. Je pense à la dénonciation du génocide des Ouïghours, par exemple. Mais là aussi, il y a eu des stratégies de vecteurs qui ont été bien installées dans les camps, sauf que le problème, et c'est ce que signalait Antoine tout à l'heure, c'est que ça enferme un peu ces électorats dans des couloirs de nage et dans des silos. Et donc la question pour les politologues, mais aussi pour les praticiens et les citoyens, c'est comment on fait à un moment pour sortir de ces silos, pour faire des majorités, et puis surtout pour vivre ensemble. Quand je dis ça, c'est pas un thème comme ça, mais juste vivre à côté les uns les autres avec des idées politiques extrêmement fermées, c'est extrêmement préjudiciable sur la vie démocratique en général. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle génération de réseaux sociaux et une nouvelle génération d'usage des réseaux sociaux par les hommes et par les femmes politiques. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand vous regardiez par exemple Mélenchon qui utilisait sa chaîne YouTube au moment de la présidentielle de 2017, il y avait du fond, il y avait des enjeux, c'est-à-dire qu'il parlait d'ailleurs d'enjeux dont il n'avait pas forcément la possibilité de parler dans les médias classiques qui étaient assez intéressés par le jeu politique. Mais désormais, avec cette nouvelle génération de réseaux sociaux, que sont en particulier Instagram, TikTok et Twitter, vous avez deux choses qui sont mises en avant. D'une part, c'est l'image, avec tous les aspects néfastes dont on vient de parler, et vous avez le clash. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un électeur, que vous vous informez en priorité sur les réseaux sociaux, la seule chose que vous allez voir passer, c'est d'une part des contenus avec lesquels vous êtes à peu près d'accord depuis le départ, des contenus qui valorisent le clash. Par exemple, si vous regardez le compte Instagram de Louis Boyard, qui est un député de la France insoumise, vous allez avoir des séquences de 10 secondes où, en gros, il va se considérer comme étant meilleur en rhétorique que le candidat face auquel il était. Donc ces clashs-là, c'est la mise en avant de manière extrêmement importante de l'image et plus trop de fond. Et ça, c'est assez problématique d'un point de vue démocratique parce que certes, vous avez des passions au moment, et ça qui existeront toujours au moment d'aller voter, mais c'est pas mal aussi que de temps en temps, il y a une forme de raison et une forme de compréhension des enjeux et des programmes des candidats. Et ça, c'est moins le cas qu'auparavant. Une dernière question, Frédéric Pottier, au sujet de la fièvre. Avant la pause, vous avez contribué également à cette étude de la Fondation Jean Jaurès et vous notez que dans la série, il n'est pas question de religion, mais de tenaille identitaire. Vous l'avez rappelé, entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre le courant décolonial et indigéniste. Je ne sais pas si on l'a dit. Et vous proposez comme solution pour faire retomber la fièvre, la laïcité comme antidote à la fièvre identitaire. Écrivez-vous, en quoi, s'il n'y a pas d'enjeu religieux, c'est la laïcité qui est le remède aux crispations identitaristes? Parce que cette série a fait aussi écho à un fait divers qui était la contestation par un collectif de jeunes femmes footballeuses, qu'on appelle hijabeuses, qui demandaient à pouvoir jouer avec la tête recouverte d'un foulard. Ce qui a été refusé. Ce qui a été refusé. Mais il y a d'autres fédérations sportives, je pense au handball, où c'est autorisé. Et donc, on a des joueuses en première division qui jouent avec ce type de vêtements, avec des collants longs jusqu'au bras, etc.
Et donc moi, ma position, c'est de dire que c'est extrêmement dangereux de ne pas respecter une forme de neutralité dans les compétitions sportives parce qu'on va accentuer ce caractère identitaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des clubs, des équipes où l'identitarisme va prendre le pas sur la compétition sportive, qui est quand même fondée sur une compétition entre égaux. Enfin, c'est ça le sport, hein. C'est la beauté du sport, la capacité de jouer les uns contre les autres dans un cadre commun avec des règles communes. Si on accepte ces signes religieux, moi j'ai peur vraiment que ça soit un déferlement d'incidents dans le sport amateur, dans le sport professionnel. Et moi je pense qu'il ne faut pas laisser les fédérations sportives seules porter ces sujets-là. C'est des sujets qui doivent intéresser le Parlement, les parlementaires. Elles sont délégataires d'un service public, c'est-à-dire qu'elles organisent quelque chose qui est notre bien commun, c'est le championnat de France. Il faut qu'on puisse leur appliquer ce qui est le cadre, moi je trouve parfaitement utile et précieux dans les collèges, les lycées, les écoles primaires, qui est la laïcité, la neutralité. On va marquer une pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ pour continuer à parler de la série La Fièvre sur Canal+, de cette étude de la Fondation Jean Jaurès avec vous, Antoine Bristillel, mais aussi de Jean Jaurès, héros de votre livre, Frédéric Pottier. À tout de suite sur RCJ. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you do. The movement you need is on your shoulder. Na 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 na, yeah. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Retour dans Essentiel sur RCJ, toujours en compagnie de mes invités. Antoine Bristillel, directeur de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès, qui publie une très longue étude consacrée à la série La Fièvre, actuellement sur Canal+, une série prémonitoire qui nous parle de notre France d'aujourd'hui et de cette crise politique totalement inédite. Également Frédéric Pottier, auteur de Jaurès en duel aux éditions du Bord de l'eau. Frédéric Pottier, ce roman, il est inspiré de faits réels. Je crois que juste les dialogues ont été imaginés. Il nous emmène en 1904, lorsque le socialiste Jean Jaurès provoque en duel le nationaliste Paul Déroulède, exilé en Espagne à la suite d'un coup d'État
raté. L'occasion pour vous de décrire une France traversée par de profonds clivages, très divisée politiquement. On s'en souvient peut-être pas, d'ailleurs personne s'en souvient parce que personne n'était né. Bon, on l'a peut-être appris dans les livres d'histoire. Dites-nous comment elle était divisée justement, cette France. On était au début, 30 ans après le début de la Troisième République, 25 ans. On est, oui, une trentaine d'années après le début de la Troisième République. En fait, ce qu'on a oublié sur cette période du début du XXe siècle, d'abord, c'est sa violence. C'est vrai qu'on parlait de la fièvre avec Antoine Bristiel, on parlait des réseaux sociaux. Le début de la Troisième République, le début du XXe siècle, a été un moment de violence politique assez caractérisé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un personnage aussi fin, lettré, philosophe, pacifiste que Jaurès se soit prêté à un duel au pistolet. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et pourtant, Jean Jaurès, en 1904, se bat pour la deuxième fois au pistolet, et il se bat contre Paul Déroulède, qui est un ancien militaire, un ancien poète, quelqu'un qui a voulu faire le coup de force, c'est-à-dire le coup d'État, qui lui aussi s'était battu, je crois, une demi-douzaine de fois en duel, y compris contre Georges Clemenceau. Et donc cette vie politique-là, elle est aussi... selon une certaine vision, très violente, mais avec une violence là aussi qui est très encadrée, qui est très normale. Et c'est ça peut-être la différence avec aujourd'hui, c'est que le duel, il obéit à des prescriptions très précises. Il y a des manuels, il y a des règles, il y a des témoins, il y a un conducteur de duel. Et donc tout ça renvoie à un comportement, des normes, des références. Donc cette violence, elle est à la fois forte, parce qu'il y a quand même des gens qui sont blessés, voire même tués, mais elle est très encadrée. Et c'est ça le paradoxe qu'on peut souligner. Alors, on va parler longuement de Jean Jaurès, avec la résonance que ça peut avoir pour nous, Français de 2024 aujourd'hui. Mais auparavant, un mot sur son adversaire. Donc, ce Paul Déroulède, il est militaire, il est catholique, il est président d'honneur de la Ligue des Patriotes. Il est ultranationaliste et réactionnaire, mais néanmoins... il est républicain, expliquez-vous. Il rêve de despotiser la République, dit l'un de vos personnages. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un personnage très complexe, Paul Déroulède. Il est à la fois revanchard, c'est-à-dire que le centre de ses idées politiques, c'est la revanche sur l'Allemagne, c'est la reprise de l'Alsace, de la Lorraine. C'est quelqu'un qui veut se battre, qui veut obtenir cette revanche. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, finalement, est assez attaché à la République. C'est quelqu'un qui a été proche de Gambetta, par exemple, et qui est dans cette idée d'une République qui ne serait pas parlementaire. Il déteste le Parlement, il déteste l'Assemblée nationale, il déteste tous ces débats, mais qui serait plébiscitaire. Et donc, par certains accents, il nous rappelle aussi un peu la Ve République, avec cet appel au peuple, avec cet appel à la démocratie directe. Mais c'est quelqu'un aussi qui a frayé avec des gens pas tout à fait respectables, des antisémites, des ultra-royalistes, des monarchistes. Et donc finalement, cette personnalité, elle est très, j'allais dire attachante. Non, elle n'est pas attachante, mais elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait en penser. Donc ce duel qui va opposer Jaurès à Déroulède, vous parlez d'une confrontation sans concession entre deux visions antagonistes de la France. Ils ont des visions donc de notre pays, de son navire, diamétralement opposées, antagonistes en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce duel, c'est que d'un côté on a Jean Jaurès en 1904, c'est-à-dire qu'on a un Jean Jaurès qui est très attaché à la défense et à la promotion au Parlement d'un certain nombre de réformes. Donc on est juste avant la laïcité, la loi de 1905. On est dans un moment où on se bat pour les retraites ouvrières, pour l'amélioration des conditions de travail. On est sur un moment aussi où on cherche à avoir une diplomatie fondée par le droit. Et donc on a ce Jaurès-là qui est finalement très solidaire des républicains de gauche, très solidaire des radicaux, qui n'est pas un Jaurès uniquement centré sur l'union des socialistes, ce qu'il sera après 1905. Et de l'autre côté, on a un Paul Déroulède qui veut avoir une vie politique et surtout une économie avec très peu de régulation. C'est quelqu'un qui défend le protectionnisme, il a un discours anti-immigré, anti-immigration, il veut la revanche sur l'Allemagne, il est contre cette idée de laïcité, et donc on a, à travers ce duel, finalement, presque une tranche politique permettant de voir cette opposition entre les deux France. Et c'est ça qui m'a passionné, c'est que
en tirant cette petite pelote, à travers ce duel-là, on voit apparaître tout un tas de trucs fascinants qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'a été la vie politique au début du XXe siècle. Mais quelque part, vous êtes comme Éric Benzekri, l'auteur de la série La Fièvre. Quelque part, vous avez été un visionnaire, vous aussi, en choisissant ce sujet qui nous parle aujourd'hui, une France divisée avec une extrême... je ne sais pas si on peut dire que c'est l'extrême droite, Paul Déroulède d'ailleurs. Ultranationaliste, conservatrice, mais républicaine. Oui, alors il y a un débat d'ailleurs entre les historiens là-dessus. Certains considèrent que c'est plutôt la droite dure, mais républicaine. D'autres considèrent que c'est le pré-fascisme. Voilà, moi, je ne veux pas forcément rentrer là-dessus, je n'ai pas les compétences. Mais peut-être ce qu'on doit dire, c'est que sur ce duel, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, et en fait, c'est finalement un événement assez méconnu. Dans les biographies de Jaurès, ça tient en une phrase, ça tient en deux phrases. Et moi, il se trouve que je suis... très souvent au Pays Basque où a eu lieu ce duel, et en faisant mon jogging le long de la Bidassoa qui sépare la France et l'Espagne, je me disais, mais alors il s'est battu où Jaurès, c'était à quel endroit, c'était à côté de ce pont, etc. Et j'ai voulu rappeler, expliquer ce qu'a été cet événement très médiatique. Il y avait une trentaine de journalistes, il y avait 300 personnes. Ça a été un vrai fait divers, un vrai fait politique, ce duel entre Jaurès et Ils sont même Déroulède. interviewés avant le duel, après Absolument. le duel. Ils ont la presse internationale. Il y a le New York Times qui est là, il y a des photos, il y a 3 C'est photos. les de ce réseaux duel-là. sociaux de l'époque. Absolument, ça fait la une des journaux, et bon, le duel fait un peu pchit parce que les 2 balles, sans trahir de secret, tombent dans les bottes. Enfin, donc, l'honneur est sauf des deux Mais côtés. l'honneur est sauf, on a pu régler cette question d'honneur, et ça, pour l'époque, c'était absolument essentiel. Alors, il faut rappeler qu'on est juste à la fin de l'affaire Dreyfus en 1904, cette affaire qui a profondément divisé la société française. Et Jaurès a été Dreyfusard quand Déroulède, lui, était anti-Dreyfusard. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était une ligne de fracture de la société française en ce tout début du XXe siècle ? Ah oui, clairement, c'est une vraie ligne de fracture entre les deux, sachant d'ailleurs que Déroulède n'était pas complètement convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Mais je crois qu'il a une expression qui dit Dreyfus est peut-être innocent, mais l'armée ne peut pas mentir. Et ça dit beaucoup de choses quand même là aussi sur cette ligne de fracture entre Jaurès qui tient l'état de droit et qui d'ailleurs n'est pas du tout antimilitariste. Jaurès, c'est une grande famille où il y a beaucoup de militaires. Il a un frère qui va devenir amiral, un grand-oncle ministre de la Marine. Et de l'autre côté, Paul Déroulède qui, lui, veut garder cette unité, cette cohésion autour de la nation, autour de l'armée, justement pour prendre la revanche contre l'Allemagne. Et lui considère que finalement, l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose d'anecdotique. Il ne faut surtout pas affaiblir le corps des officiers en prolongeant ces procès et ces combats autour du capitaine Dreyfus. Est-ce qu'on peut dire, et je vous pose la question à tous les deux, puisque vous êtes également un spécialiste de politique française, que c'est Jean Jaurès qui a conduit la gauche française à rompre avec son antisémitisme, qui voyait le juif comme la figure du capitalisme, en la ramenant vers la République, dans le camp des républicains qui défendaient Dreyfus, en fait? Pas du tout. Je pense que Jaurès joue un rôle majeur. Je l'ai lu quelque part. Oui, non, alors il y a là aussi des débats entre des historiens, des essayistes, etc. Je pense à Alexis Lacroix notamment. Je pense que Jaurès, dans son ralliement au dreyfusisme, il y a quelque chose qui touche à l'universalisme de la gauche. Quel que soit le profil sociologique de ce capitaine, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa famille, c'est un innocent. Et comme c'est un innocent, il faut obtenir son innocence, y compris en se fâchant avec certains de ses amis, y compris avec une partie de la gauche qui considère qu'après tout, le capitaine Dreyfus, il est originaire d'une famille assez aisée, juive, bourgeoise, et que elle n'a pas souffert, cette famille-là, et donc il n'y aurait pas de combat à mener de ce côté-là. Non, Jaurès enfourche ce combat pour le dreyfusisme avec Émile Zola, avec Léon Blum, qui est très proche de Jaurès à cette époque-là, et il fait de ce moment-là quelque chose qui est à l'honneur de la gauche française et du socialisme français. Mais ça ne règle pas complètement la question, parce que ce sujet de l'antisémitisme et de la gauche, il n'est pas soldé avec l'affaire Dreyfus, il n'est pas soldé avec Jaurès, et il ressurgira des années plus tard. Mais il a ressurgi, là, ces derniers mois en France. On peut le dire comme ça, ou c'est quand même un peu plus compliqué? C'est un peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas Il y avait concentrer 100 Angers, ans ouais. entre 1904 et 2024, évidemment. C'est cette idée de l'universalisme de la gauche, de la primauté du droit, de la primauté des droits humains, c'est quelque chose qui avait été, je crois,
acquis de manière assez majoritaire à gauche et qui est ressorgi avec un certain nombre de débats que vous connaissez et que vous commentez à votre antenne. Comment on peut décrire la pensée socialiste portée par Jean Jaurès et est-ce qu'elle a encore un sens 120 ans plus tard, hein? Parce que les socialistes d'aujourd'hui, les partis de gauche, se sont nommés Nouveau Front Populaire, donc c'est une référence à Blum et donc à Jaurès. Est-ce que il y a une transcendance comme ça de cette idéologie portée par Jaurès, vous l'avez dit, un humaniste, universaliste, qu'on retrouverait encore aujourd'hui dans la gauche française, je ne sais pas laquelle, la socialiste peut-être, Antoine Bristiel? Il y a cette question de l'égalité qui est quand même aussi extrêmement présente chez Jaurès et que l'on retrouve comme la étant justice sociale, la question de la justice sociale et qui est d'ailleurs l'élément qui rassemble plus les partis de gauche entre eux. D'ailleurs, on l'a vu au moment des élections européennes, le fait que des personnes aient switché d'un vote Macron en 2022 à un vote Glucksmann au moment des élections européennes, c'était en premier lieu pour ces questions économiques et ces questions de justice sociale. Donc ce point-là, qui a toujours été un des fers de lance de la gauche, est certainement le point qui va réunir le plus globalement les différents électeurs de gauche et les partis politiques de gauche. Est-ce que, Antoine Bristiel, vous avez publié, je crois, une étude sur l'électorat au moment des élections européennes, c'est bien ça? Je ne me trompe pas, en particulier celui de gauche? Exactement. Donc, qui sont ces électeurs qui ont voté pour Raphaël Glucksmann le 9 juin? Et allons-nous les retrouver le 30 juin prochain, votant pour le nouveau Front Populaire, ou c'est pas sûr à cause de cette alliance avec le grand méchant loup qui est Jean-Luc Mélenchon? Ce que l'on voit, c'est qu'au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann, en gros, avait un électorat qui, à un tiers, était composé d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022 et à un tiers d'électeurs d'Emmanuel Macron en 2022. Et en fait, il a réussi à récupérer ces deux électorats sur des thématiques extrêmement différentes. C'est-à-dire que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il les récupère sur des thématiques internationales. C'est-à-dire d'une part le soutien à l'Ukraine, d'autre part le fait de considérer que le Hamas est une organisation terroriste, et puis un sentiment très pro-européen. À côté de ça, les électeurs d'Emmanuel Macron, ils les récupèrent davantage sur des thématiques sociales et écologiques. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, ce qu'on disait, l'intérêt pour la justice sociale, le refus de la réforme des retraites, le fait de considérer que le gouvernement n'en fait pas assez sur les questions environnementales et les questions de féminisme, exactement. Donc, c'est en gros deux jambes différentes sur lesquelles il a réussi à reconstruire son propre électorat. Après, à savoir si cet électorat va rester dans le giron du Front populaire au moment des législatives, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce que l'on voit, c'est que chez cet électorat de centre-gauche, il y a une certaine diabolisation de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'on voyait, c'était notamment au moment des duels du second tour des législatives de 2022, quand vous aviez un candidat RN face à un candidat de la France insoumise, le candidat du RN l'emportait dans à peu près 2/3 des cas. Alors qu'au contraire, quand c'était un candidat du Parti socialiste face à un candidat du RN, lui, le candidat du Parti socialiste l'emportait dans 2/3 des cas. Donc il peut y avoir un aspect encore repoussoir de la France insoumise chez cet électorat de centre-gauche. Et c'est pour ça que cette alliance qui s'est construite sur une temporalité extrêmement courte, c'est pas non plus certain qu'elle englobe l'ensemble du spectre de la gauche quand on considère l'électorat. Pour revenir à ce que vous disiez sur ce contexte de guerre qui est le nôtre depuis 2 ou 3 ans, la guerre en Ukraine et puis la guerre au Proche-Orient, Frédéric Pottier, vous faites la distinction entre le patriotisme de Jean Jaurès et le nationalisme de ses adversaires politiques, dont Paul Déroulède. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence et est-ce que cette distinction est encore pertinente aujourd'hui, même si on a un peu tendance à tout mélanger aujourd'hui puisque tout va si vite? Alors, il y a une très belle phrase de Romain Gary qui a été reprise, je crois, par François Mitterrand, qui disait « Le patriotisme, c'est l'amour des siens et le nationalisme, c'est la haine des autres ». Et je trouve que ça résume bien la différence entre Jaurès, qui est très patriote, qui est très attaché à la France, qui est très attaché à l'histoire, à la Révolution française. Jaurès se définit d'ailleurs comme jacobin. Aujourd'hui, c'est un qualificatif qu'on n'ose même plus utiliser. À l'inverse, Déroulède veut vraiment la guerre. C'est-à-dire qu'il veut vraiment réarmer, il veut vraiment déclencher un conflit mondial. Il a un rejet viscéral de l'Allemagne, de sa civilisation, là où Jaurès s'est passionné pour les socialistes allemands.
Et donc cet écart entre le patriotisme et le nationalisme, je pense qu'il est assez structurant, il est assez fort. C'est pas juste une petite girouette, juste un procédé rhétorique. Et en même temps, il y a chez Jaurès aucune naïveté. C'est-à-dire que Jaurès s'intéresse aux questions militaires. Jaurès voit arriver la Première Guerre mondiale. Jaurès écrit une somme de 400 pages qui s'appelle L'Armée nouvelle, où il réfléchit sur l'organisation de la défense française. Et donc, c'est aussi pour ça que moi je suis très attaché à Jean Jaurès, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un idéal, qui est celui d'un idéal de justice, de paix, de prospérité, et en même temps il y a une extrême lucidité sur les catastrophes à venir. Et d'ailleurs, là où c'est très, très presque amusant, c'est-à-dire que lorsque Paul Déroulède décède au début de l'année 1914, Jean Jaurès lui rend un étrange hommage posthume en évoquant le pacifisme de Déroulède, où il explique dans cette chronique dans l'Humanité que finalement Déroulède, il est très inconséquent parce que c'est un militariste qui n'envisage jamais la défaite. Or, explique Jaurès, la défaite dans un conflit militaire armé, elle est toujours possible et on n'en mesure pas les conséquences. Et donc voilà, ces deux figures-là, elles résument beaucoup de choses, des clivages politiques, la gauche, la droite, le nationalisme, le patriotisme, l'attachement à la paix, la revanche. Donc c'est une ligne de partage qui va définir la gauche, la droite pendant des années et des années. Quels sont les fils spirituels de Jean Jaurès et de Blum aujourd'hui, bien que tout le monde, plus ou moins à gauche, se réclame, comme à droite, chacun se réclame du général de Gaulle, y compris Éric Zemmour? Oui, alors moi, j'aime pas beaucoup faire parler les morts. Il y avait aussi Nicolas Sarkozy qui citait Jaurès. Je trouve qu'il y a toujours un peu d'indécence comme ça à se hisser sur les épaules des grandes figures. Moi, le seul conseil que je donne à tous ceux qui s'amusent à citer Jaurès, Blum, Mendès, c'est de les lire. Voilà, vraiment, lisez Jaurès, lisez Mendès, lisez Blum. Et c'est un appel que je formule aussi à l'attention de tous les citoyens. Vous verrez que c'est infiniment plus passionnant de lire Jaurès, Blum, Mendès France que de commenter les prises de position des uns et des autres. Pour terminer cette émission, peut-être avec vous, Antoine Bristiel, on va revenir à la série La Fièvre, qui se déroule dans le monde du football. Les pistes pour apaiser les tensions, les passions destructrices, quelles sont-elles aujourd'hui? On a des prises de parole de footballeurs comme Kylian Mbappé, de sportifs également, d'artistes, pour appeler à voter contre les extrêmes. Est-ce que finalement, comme dans la série, c'est de la société civile, selon vous, que peut venir le remède à cette fièvre qui s'est emparée de nous? Oui, c'est certainement que la déstructuration des corps intermédiaires que l'on a constaté ces dernières années, voire ces dernières décennies. Et qu'Emmanuel Macron a allègrement enjambé. Complètement. C'était les corps intermédiaires, justement, c'était des espaces où il pouvait y avoir de la discussion. Alors que désormais, ces espaces, ils existent de moins en moins. C'est comme si vous aviez d'un côté les citoyens qui étaient complètement atomisés, et de l'autre côté, les décisions politiques, et que les citoyens considéraient que cet écart avec les décisions politiques était beaucoup trop important, si bien qu'ils n'avaient plus aucune conscience dans les décideurs politiques. Donc je pense qu'en effet, la société civile et la société civile organisée est quelque chose d'extrêmement important dans une démocratie viable. Et puis d'un autre côté, on pourrait aussi pointer du doigt les responsables politiques, parce que ce que l'on voit assez clairement dans les différentes enquêtes, dans les différentes études, c'est que les Français sont dans l'attente d'une société qui soit plus pacifiée. Alors cette société pacifiée, elle doit aussi être créée par ces responsables politiques qui, sur certains sujets, ne sont pas forcément obligés de toujours mettre de l'huile sur le feu et de peut-être essayer de davantage s'entendre quand il n'y a pas forcément de divergence aussi forte. On voit qu'on a d'autres démocraties qui fonctionnent et qui sont justement plus dans cette culture du compromis. Si on ne soigne pas la fièvre, l'étape suivante, c'est quoi? La guerre civile? Sans dévoiler la fin de la série, et la fin de la série réelle que nous sommes en train de vivre. Ça peut être la guerre civile, mais comme moi je ne suis pas d'une nature trop pessimiste, ça peut être aussi l'épuisement des forces. Voilà, à un moment on peut en avoir marre de cette vie politique prise par la fièvre. Ça peut être aussi le ressaisissement des uns et des autres, à commencer par les personnalités politiques, y compris aussi d'ailleurs les citoyens. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation. Mais là encore, la politique, c'est des choix, c'est des idées, et c'est des actes. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Antoine Bristiel. Oui, complètement. Je partage l'avis de Frédéric Pottier sur l'espoir. En ce qui concerne les aspects plus négatifs sur quelles seraient les conséquences négatives, comment ça se matérialiserait cette fièvre,
Moi, je pense que vous pouvez avoir des minorités qui vont s'affronter de manière extrêmement violente, mais que l'effet que ça a sur l'ensemble de la population, c'est pas qu'elle choisit un camp, c'est plutôt qu'elle se retire du débat public et qu'elle se concentre sur sa sphère privée en disant bon, finalement, j'en ai complètement assez de toute cette violence, de tout ce qui est en train de se passer d'ultra-violent, et je préfère me concentrer sur moi-même, sur ma famille, sur mes proches. Et d'ailleurs, quand on regarde les groupes auxquels les Français s'identifient le plus, le groupe auquel ils s'identifient le plus, c'est leur famille. C'est pas leur société, c'est pas leur État, c'est leur famille, c'est la sphère privée. Un dernier mot, Frédéric Potier? En même temps, quand on se retire dans la sphère privée, on s'éloigne de la sphère publique, politique, de la vie citoyenne, non? Oui, je crois qu'on a tous cette tentation du repli sur la famille, les proches, l'environnement immédiat. Et en même temps, on est toujours rattrapé par la vie politique, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, je pense que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour les refuges tranquilles. Ça sera le mot de la fin puisque nous arrivons au terme de cet essentiel. Merci infiniment Antoine Bristiel d'être venu nous présenter cette étude passionnante sur la série La Fièvre, riche en analyse et en enseignement et qui est à retrouver en accès libre sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Frédéric Potier, Jaurès en duel, c'est à lire absolument aux éditions du Bord de l'eau. Merci à tous les deux d'être venus sur RCJ et partager avec nous vos valeurs humanistes et républicaine. Cette émission est à réécouter en podcast sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.